En direct donc de Jérusalem pour cette édition spéciale avec ces événements donc qui sont en train de s'enchaîner. Alors, premier avis avec vous, hein, messieurs, autour de cette table, face donc à cette vieille ville, professeur Claude Bérébi. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe là depuis plusieurs jours et qui ne fait qu'aller crescendo est quelque chose qui peut mener à un conflit, par exemple, tel que celui qu'on a connu en 2014, ou est-ce que les choses peuvent descendre, on va dire, rapidement ? On ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais en gros, on est déjà dans un conflit assez sévère. Il y a une conjoncture de circonstances assez spéciales qui s'est passée dans les dernières semaines, ou disons même le dernier mois, dont les élections en Israël, la gouvernance qui est très faible, l'annonce d'élections possibles dans l'autorité palestinienne, le changement de gouvernement aux États-Unis, les affaires immobilières de Cheikh Jarrah, expulsion, propriété, le mois du Ramadan bien sûr, la parade des drapeaux qui tombe juste dans le mois du Ramadan et la journée de la Nakba qui va être dans quelques jours. Tout ça ensemble fait des circonstances qui ne sont pas ce qu'on a vu dans le passé. Mais pour moi, c'est pas plus qu'une campagne électorale du Hamas qui, pour lui, veut avancer sa forme et être mieux posé vis-à-vis du peuple palestinien, étant donné qu'ils attendent quand même des élections. Et oui, ça peut escaler parce que là maintenant, les ultimatums qu'ils nous ont donnés ne sont pas quelque chose qu'on peut vraiment ignorer et laisser passer. Ouais. Manuel Navod, votre sentiment, est-ce que le Hamas finalement va profiter de cette brèche-là pour peut-être relancer un conflit ? D'abord, je pense qu'il est très clair que le Hamas a pris la décision consciente de provoquer Israël en envoyant plus de 40 missiles, dont sur la capitale d'Israël. C'est très clairement une décision du Hamas, un risque pris par le Hamas d'ouvrir un conflit avec Israël. Le Hamas ne laisse pas de choix à Israël, puisque là, il ne s'agit pas de quelques roquettes sur la frontière de Gaza. Il s'agit, comme je l'ai dit, de plusieurs dizaines de roquettes sur Jérusalem, sur la capitale d'Israël. Donc très clairement, il y a là une décision qui a été prise par le Hamas de faire augmenter la tension et d'ouvrir un conflit. En sachant, comme l'a dit Claude Bérébi, que le Hamas voit effectivement l'incertitude politique en Israël. Il voit également, il y a effectivement le fait que, je suis d'accord, le Hamas très clairement est en campagne électorale. Les élections qui avaient été annoncées par Mahmoud Abbas ont été annulées ou repoussées. Le Hamas sait très bien qu'il gagnerait une élection s'il y avait des élections législatives et pour la présidence de l'autorité palestinienne. Et donc il veut montrer aux résidents palestiniens, en particulier de Jérusalem, que c'est lui qui sait se mesurer à Israël, contrairement à un Mahmoud Abbas de 85 ans qui est en train qui est enfermé à Ramallah et qui ne contrôle pas la situation. Donc le Hamas, très clairement, est en campagne électorale, mais prend un risque énorme d'embraser la région, puisqu'Israël ne peut pas se permettre de ne pas réagir. Et donc là, il y a effectivement un risque d'embrasement dont nous aurons la réponse et les résultats dans les prochains jours. Alors, première conséquence de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que cette journée qui marque la réunification de Jérusalem, cette fameuse parade des drapeaux qui faisait craindre le pire aujourd'hui, qui devait passer dans la vieille ville, eh bien, elle n'a pas eu lieu. Ava Merji, vous êtes justement avec ces Israéliens qui devaient fêter cette journée. Que font-ils actuellement et que s'est-il passé finalement ? Bonsoir Jean-Charles. Eh bien, ils sont actuellement tous regroupés du côté du Kotel, du mur occidental. Cette esplanade a été fermée il y a une dizaine de minutes parce qu'il y a beaucoup de monde et donc la police veut éviter un trop grand rassemblement. En fait, quand cette alerte à la roquette a retenti, eh bien, c'était le début de cet événement. Il avait commencé depuis un petit moment, mais c'était encore le moment des danses. Il y avait des danses et des chants des filles et des garçons qui étaient sur la rue King George et donc ils n'avaient pas encore commencé à marcher, mais on
savait déjà que l'itinéraire allait être changé, qu'il allait passer par cette porte de Jaffa. Finalement, il y a eu cette alerte à la roquette au milieu des chants, des danses. Le son de l'alerte à la roquette était d'ailleurs couvert en grande partie par la musique et donc on a eu du mal à l'entendre. Les gens n'ont pas trop compris et il y en a certains qui ont commencé à courir pour aller se réfugier, mais il y en a d'autres qui immédiatement après cette alerte ont continué à danser, à chanter, ce alors que les organisateurs disaient asseyez-vous, chantez en silence. En tout cas, il n'y a pas eu donc cette marche avec toute cette foule qui devait aller ensemble vers le Kotel, mais c'est chaque petit groupe, donc ces jeunes qui étaient là avec leur drapeau israélien et qui sont toujours là, qui sont allés chacun de leur côté vers le mur occidental. On voit depuis tout à l'heure une grande résilience de ces jeunes qui continuent à chanter. Nous n'avons pas peur du Hamas, qui continue à chanter des chants en hébreu, donc pour cette journée de Jérusalem, perturbée certes par cette sirène d'alerte, mais pour eux, ils n'ont pas peur, ils le disent, et donc c'est toujours cette ambiance de fête qui règne. Merci Ava Merji depuis donc Jérusalem, à quelques pas donc de l'endroit où nous nous trouvons. Alors, on va essayer de savoir aussi maintenant, parce que la communauté internationale ce soir se montre extrêmement préoccupée par ce qui se passe ici. Il y a par exemple Joe Biden qui vient de dire qu'il suivait de très près avec inquiétude les événements. La France aussi a fait un communiqué. Aujourd'hui, beaucoup de pays, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir. Claude Bérébi, est-ce qu'Israël a une responsabilité ou pas dans l'escalade, parce qu'on a parlé du Hamas évidemment, qui là aujourd'hui lance des roquettes sur Israël depuis hier, mais est-ce que le gouvernement israélien, est-ce qu'Israël finalement a une responsabilité dans cette escalade aujourd'hui? On a toujours une responsabilité quand on fait partie d'un conflit, mais si on gère la situation, si on essaye de comprendre vraiment ce qui se passe, Mahmoud Abbas a fait ce qu'il a voulu faire, ça fait déjà un moment, depuis le régime de Trump, qu'il a mis de côté. Et on a un peu oublié la cause palestinienne. Il a cherché une façon pour remettre la cause en marche. Et il a vu que même les pays arabes, dont les Émirats, dont le Bahreïn et d'autres, ne faites pas vraiment attention à la cause palestinienne. Et pour lui, une façon de ramener les choses à la conscience internationale, c'est le conflit religieux, le droit du culte, la liberté de culte, et malgré que en fait rien n'a changé. La liberté, il y est à toutes les religions. Je dirais même, on a essayé de faire le plus que d'habitude. À apaiser et à calmer la situation. Mais malgré ça, bien sûr, on a une responsabilité. On a une responsabilité peut-être de ne pas avoir essayé d'avoir des rapports avec Mahmoud Abbas directement, d'une façon ou d'une autre, pour voir s'il y a d'autres chaînes pour résoudre ce conflit ou ce problème. Emmanuel Navon, vous pensez qu'Israël a une responsabilité? Il y a aussi cette affaire de Sheikh Jarrah, de cette éviction qui est dénoncée par de nombreux pays aujourd'hui de familles palestiniennes. Est-ce que c'est la responsabilité d'Israël, ce qui se passe aujourd'hui, en partie? Je pense que ces derniers jours, au contraire, le gouvernement israélien a fait preuve de retenue. Il y a eu des décisions d'ailleurs controversées en Israël, de ne pas laisser les Juifs avoir accès au mont du Temple le jour de Jérusalem, ce qui est une atteinte à la liberté religieuse, il faut bien le dire. Il y a eu une décision également de la police et donc du gouvernement de ne pas laisser passer le défilé des drapeaux, comme on les appelle, le jour du jour de Jérusalem, de ne pas passer par la porte de Damas, donc d'éviter au maximum les provocations. Très clairement, il y a là une combinaison d'événements qui est malvenue, c'est-à-dire, on l'a rappelé tout à l'heure, la fin du Ramadan, le jour de Jérusalem qui tombe à la fin du Ramadan, le fait que Mahmoud Abbas ait annulé les élections et que le Hamas veuille faire augmenter la tension. Je pense au contraire qu'Israël a fait preuve de retenue, mais je ne suis pas sûr que cette retenue ait calmé les esprits, peut-être même au contraire. Parce que justement, peut-être en montrant au Hamas que lorsque l'on menace, et bien finalement Israël se replie, cela l'a peut-être justement encouragé. Je pense que la décision de fermer le mont du Temple à une catégorie, donc uniquement juifs, le jour du jour de Jérusalem, il n'est pas impossible que cela, au contraire, ait encouragé le Hamas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quelles que soient les décisions que prenne Israël,
qui sont parfois des décisions de retenue, elles peuvent également aussi être interprétées finalement comme des décisions de faiblesse qui encouragent le Hamas dans ses provocations. Ouais. Et de voir la police intervenir ce matin sur justement cette esplanade du Mont du Temple et contre les manifestants palestiniens qui étaient retranchés dans la mosquée Al-Aqsa, ça c'est toujours une image qui met Israël systématiquement sur le banc des accusés, Claude Bérébi. Oui, mais ça c'est un des problèmes qu'on a toujours avec la média. C'est très difficile de montrer l'image complète. Pour ceux qui ont vu les pierres préparées d'avance dans la mosquée, le fait que, en fait, dans les premières heures, il y avait aucun policier sur l'esplanade. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de juifs pratiquants, il y avait rien. Et malgré ça, ils ont commencé quand même à jeter des pierres, à faire des flaires et à essayer d'échauffer la situation. Et ils ont réussi à le faire. Parce que dès qu'il a commencé, il y avait un risque pour ceux qui prient sur le mur de l'alimentation qui est juste en dessous, la police était obligée de monter sur l'esplanade et à ce moment-là, pour eux, c'était le prétexte de commencer carrément le conflit à tout feu. C'est un piège chaque fois, Emmanuel Navon, pour Israël finalement, de devoir faire face à des manifestants qui se trouvent dans la mosquée Al-Aqsa. Ça, c'est une image qui, pour Israël, est extrêmement dure à gérer. C'est exactement ce que veut le Hamas. Le Hamas veut ces images justement pour qu'elles soient diffusées à travers le monde de la police israélienne intervenant dans un lieu de culte musulman pour enflammer les esprits. D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, cette technique, elle a commencé déjà dans les années 30. C'était une initiative du Moufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, qui est déjà à l'époque essayait justement d'impliquer tout le monde musulman dans la lutte à l'époque, pas contre Israël, mais contre le mouvement sioniste. Donc ça n'est pas nouveau. Mais il faut bien comprendre qu'au bout du compte, Israël est l'État souverain sur Jérusalem, dont sur le mont du Temple, et que quand il y a un besoin de faire entrer la police, il faut le faire. Mais il est clair que là, il y avait une volonté du Hamas de créer des provocations pour justement obtenir ces images qui sont ensuite diffusées à travers le monde et qui souvent ensuite sont manipulées. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, pour donner juste un exemple, il y a eu un Israélien qui a été presque lynché dans la ville de Jérusalem. Qui sont absolument saisissantes. Eh bien, la chaîne Al Jazeera les a décrites comme un Israélien essayant d'écraser des Palestiniens sans aucune raison. Donc non seulement il y a des images qui sont voulues par le Hamas, mais ensuite elles sont reprises d'une manière mensongère par des organes de propagande très diffusés comme Al Jazeera. Et cela, effectivement, échauffe les esprits et ne fait qu'aggraver la situation. Alors, on entend derrière nous, peut-être que vous l'avez entendu vous aussi, des images d'explosions qui viennent d'ailleurs et qui sont assez saisissantes. On a même un incendie qui est actuellement allumé sur l'esplanade. Vous le voyez en direct sur i24 News. Je pense qu'on voit les flammes si nos cadreurs peuvent justement serrer. Ça se passe sur l'esplanade. On sait qu'il y a eu ce matin d'énormes tensions. Le jeûne vient de se terminer pour cette journée de Ramadan. Et là, il y a un incendie clairement qui est allumé à l'endroit où se trouve la mosquée Al-Aqsa. C'est cet endroit-là qui est sans doute actuellement théâtre d'affrontements, d'incidents. En tout cas, c'est une flamme extrêmement importante que l'on voit d'ici, alors qu'on est à plusieurs centaines de mètres donc de l'esplanade du Mont du Temple. On sait que tout à l'heure, il y avait eu un ordre d'évacuer l'esplanade du mur occidental, là où se trouvaient les fidèles juifs, parce qu'il y a eu des incidents ces derniers jours. Peut-être qu'on craignait de nouveaux incidents. Et là, donc, il y a cette flamme. On va essayer de vous donner d'autres précisions avec Pierre Clechenler, qui se trouve pas très loin de cet endroit. Mais il est clair qu'il se passe quelque chose de nouveau ce soir. Vous le voyez en direct grâce à ces images de l'équipe d'i24 News qui se trouve juste en face donc, de cet endroit. On va aller également à Ashkelon. On est dans le sud d'Israël cette fois parce que c'est un autre point chaud évidemment ce soir. C'est de là, c'est depuis Gaza que toutes ces roquettes ont été tirées en fin d'après-midi, notamment ici sur Jérusalem. Anna Papiashvili, il y a de nouvelles menaces ce soir de tirs de roquettes. La situation est extrêmement tendue dans le sud, Anna.
Effectivement, Jean-Charles, la situation est extrêmement tendue puisque cette fois-ci, la menace vient du djihad islamique palestinien qui a prévenu qu'à 21h heure locale, il y aura une deuxième attaque. Alors pour le moment, ce n'est pas précisé si ça va être des tirs de roquettes ou autre chose. Néanmoins, la menace est bien réelle. Il y a eu déjà tout à l'heure une pluie de roquettes, des dizaines de roquettes qui ont été tirées vers évidemment le sud d'Israël, mais aussi la région de Jérusalem. On a ici même vu des roquettes être interceptées par le fameux dôme de fer. Et évidemment, comme le ciel est noir, eh bien, on voit beaucoup plus évidemment ces explosions dans le ciel. L'armée israélienne est évidemment sur le qui-vive. 48 heures, ils ont décidé que pendant 48 heures, cette zone où l'on se trouve eh bien, est sous très haute surveillance. Et évidemment, ces roquettes, malheureusement, ont blessé une personne. Et il y a une roquette qui vient d'être interceptée. Peut-être Igor, mon caméraman, peut vous le montrer. On va entendre certainement le boom un petit peu après. Non. Ici, on les voit très bien. On est à quelques kilomètres de Gaza. Ici. Et là, vous entendez la police, parce qu'il y a aussi la police derrière moi. Et lorsqu'il y a une roquette qui arrive, ils arrêtent les voitures pour que justement les personnes à l'intérieur des voitures puissent descendre, se mettre sur le sol, s'accroupir et se protéger la tête avec les mains. C'est pour ça que je porte un casque, justement, concernant s'il y a des débris d'explosion qui peuvent tomber n'importe où et surtout tomber aussi sur les personnes. C'est pour ça qu'il faut protéger évidemment sa tête. Donc je disais, il y a un blessé du côté israélien dans la ville de Sderot, c'est le Magen David Adom. Les services ambulanciers, là on a entendu le boom, les services ambulanciers qui l'ont dit, un blessé léger avec un tir de roquette évidemment. Et puis l'armée israélienne, Jean-Charles, comme à son habitude, eh bien elle riposte. Tout à l'heure, c'est l'aviation israélienne qui a visé plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza. Et les responsables de Tzal ont expliqué qu'il y a 3 militants du Hamas qui ont été justement tués pendant cette riposte de l'armée israélienne. Ici, les autorités des villes autour de la bande de Gaza eh bien, ont décidé évidemment d'ouvrir les abris antimissiles publics. Les écoles sont fermées à partir de maintenant et jusqu'à demain minimum. Et puis tout événement ou tout travail non essentiel est interdit à partir de maintenant. Ici, on sent que les violences, elles peuvent monter d'un instant à l'autre et c'est surtout ce message du djihad islamique palestinien qui fait craindre le pire à 21h heure locale. Merci Anna Papiashvili en direct donc du sud d'Israël et de la ville d'Ashkelon avec donc ces tirs de roquettes qui continuent ce soir. On regarde ce qui se passe aussi derrière nous sur l'esplanade donc du mont du Temple avec tout près de la mosquée d'Al-Aqsa cet incendie qui semble avoir été éteint. Mais on va essayer de vous donner de plus amples informations sur ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe des choses parce qu'on entend beaucoup d'explosions, sans doute des grenades lacrymogènes et assourdissantes lancées par les forces de police israéliennes. Il y a sans doute donc des affrontements de nouveau dans ce secteur déjà durement éprouvé ce matin. Encore quelques minutes avec vous messieurs pour parler de cette situation. Elle aura aussi des conséquences politiques en Israël, forcément parce qu'on est en train de chercher un gouvernement. Peut-être d'ailleurs avec la participation d'un parti arabe, celui de Mansour Abbas. Est-ce que ce qui est en train de se passer va compliquer les choses, Emmanuel Navon ? Je pense qu'il y a eu déjà, au moment où on se parle, une déclaration de Mahmoud Abbas que pour l'instant il suspendait, Mansour Abbas, pardon, il suspendait les négociations tant que la situation n'était pas calmée. Mais je pense qu'au bout du compte, l'arithmétique reste la même. L'arithmétique issue de cette 4e élection, à savoir qu'aucun des deux blocs n'a de majorité et que si ce que l'on appelle en Israël le bloc du changement veut former un gouvernement, effectivement d'une manière ou d'une autre, il aura besoin du soutien de la liste de Mansour Abbas, que voulait également Netanyahou, je vous le rappelle. Ouais. Netanyahou est d'une certaine manière légitimé. Oui, maintenant, parce que maintenant, comme il va de l'autre côté, maintenant c'est devenu illégitime. Mais d'une certaine manière, Netanyahou a légitimé, je dirais, l'utilisation de la liste de Mansour Abbas. Donc l'arithmétique reste la même. Je pense que, alors la question de savoir effectivement si le discours de Mansour Abbas est authentique ou pas, lorsqu'il a parlé d'une
d'un partenariat entre juifs et arabes, où il a voulu se focaliser uniquement sur les questions économiques et sociales et de sécurité du secteur arabe. On le verra. Mais comme je l'ai dit, l'arithmétique reste la même. Et surtout, le timing reste le même, puisque Yair Lapid a obtenu un mandat de 28 jours et qu'au bout du compte, s'il ne parvient pas à former un gouvernement, eh bien, le mandat reviendra à la Knesset. Donc aussi bien l'arithmétique que le timing n'ont pas changé en dépit des événements. Ouais. Votre sentiment, Claude Bérébi, sur ce qu'il va y avoir comme implication politique avec cette escalade de violence? Je suis tout à fait d'accord avec professeur Navon, et en plus je suis vraiment je n'ai aucune idée comment Mansour Abbas réagira quand il faudra prendre des décisions d'attaquer ou des décisions militaires, sécuritaires contre les Palestiniens de l'autre côté. Et on a vu dans le conflit territorial de Cheikh Jarrah que le parti unifié était là-bas pour réclamer le côté palestinien contre le côté de Ben Gvir et Smotrich, etc. Mansour Abbas n'est peut-être pas à ce point-là, mais on ne sait jamais, et je vois une difficulté pour Bennett par exemple, et même pour Sahar, de joindre un gouvernement maintenant, actuellement, avec ce qu'il se passe, avec le support de Mansour Abbas, comme il voulait le faire il y a quelques jours, dû à des sujets économiques, sociaux, etc. Ouais, qui sont la priorité d'ailleurs de Mansour Abbas, qui s'intéresse plus à ça d'ailleurs qu'à la diplomatie. Alors, on vit quand même une scène assez étonnante qu'il faut décrire de nouveau, et je vais vous demander votre sentiment pour conclure. On entend à la fois la musique, les festivités de ceux qui étaient venus aujourd'hui pour fêter Jérusalem, des Israéliens avec des drapeaux israéliens qui n'ont pas pu défiler comme d'habitude, mais qui sont là toujours, qui sont d'ailleurs sur la gauche de votre écran. Juste à côté, vous voyez des pompiers, des ambulances qui reviennent de la vieille ville où on a vu tout à l'heure cet incendie assez spectaculaire sur l'esplanade du Mont du Temple. Voilà ce qu'est Jérusalem finalement, un contraste ce soir entre d'un côté des Israéliens juifs qui fêtent la réunification de la ville, et de l'autre des Palestiniens qui continuent d'affronter les forces de l'ordre, notamment sur cette esplanade. C'est une capitale, Emmanuel Navon, quand même, qui est unifiée pour vous aujourd'hui. Vraiment, on peut dire de Jérusalem que c'est une capitale unifiée quand on voit ce qui se passe. Vous savez, Jean-Charles, avant 1967, à l'endroit précis où nous nous trouvons actuellement, il y avait une frontière avec des barbelés, avec des soldats israéliens face aux soldats jordaniens. Donc la ville était divisée physiquement avec un mur, avec des barbelés, avec un refus d'accès des Juifs au mur des lamentations. Il n'y avait pas de liberté religieuse, un saccage des lieux saints juifs dans la partie orientale de la ville. Donc, et aujourd'hui, en dépit de tous les problèmes dont nous sommes les témoins aujourd'hui ou ce soir, eh bien, il y a une ville qui est unifiée physiquement, en tout cas, il n'y a plus de mur qui la sépare, et il y a une liberté de culte pour toutes les religions qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est une différence importante. Maintenant, il y a beaucoup de choses à améliorer, à changer à Jérusalem, et je pense que malheureusement, et je parlais tout à l'heure de cette incitation qu'avait initiée déjà dans les années 30 le Moufti de Jérusalem, ça n'est pas nouveau. Cette tentative d'utiliser Jérusalem et ses symboles pour amplifier le conflit entre juifs et arabes, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Le Hamas reprend à son compte aujourd'hui cette tactique qui avait été initiée par le Moufti Haj Amin al-Husseini dans les années 30. Mais comme je l'ai dit, au bout du compte, c'est uniquement sous souveraineté israélienne qu'il y a une véritable liberté de culte pour toutes les religions, un respect et une préservation de tous les lieux de culte des trois religions monothéistes. Et ça, c'est un acquis qu'il n'est pas question de remettre en cause. Un dernier mot là-dessus, Claude Bérébi? Oui, je ne veux pas répéter ce qui a été dit parce que je suis tout à fait d'accord. Et en plus, il faut toujours se rappeler qu'il y a beaucoup de villes, surtout les grandes villes, surtout les capitales, si c'est des capitales financières ou des capitales politiques, diplomatiques, dans lesquelles il y a des quartiers qui sont presque infréquentables. À New York, Harlem, dans les années 70, personne ne pensait faire une ville différente ou mettre une barrière au milieu. On espère qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. Mais pour l'instant, je vois Jérusalem comme unifiée quand même, et beaucoup mieux par rapport à ce qui était
dans le passé, surtout vis-à-vis de la liberté du culte de toutes les religions. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui ne se voit pas partout. Merci à tous les deux. Merci professeur Claude Bérébi de l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci à Emmanuel Navon de l'Université de Tel Aviv. On va accueillir d'autres invités dans un instant, mais on va retourner justement porte de Damas, donc ici à Jérusalem, à l'une des entrées de la vieille ville. Pierre Clochendler, est-ce que vous avez, pour commencer, des précisions sur ce qui s'est passé ou peut-être ce qui se passe encore sur cette esplanade du Mont du Temple, Pierre ?